Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Heureux de vous retrouver sur la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de ce début de semaine. À la une, à Cocody, elle souffre de troubles mentaux et est muette. Âgée de 19 ans, Dora porte un enfant dont elle est incapable d'identifier le père. Sa famille sombre dans le désarroi. Des précisions dans quelques instants. Et puis la guerre entre Israël et le Hamas, toujours à la une de l'actualité internationale. Des ambassadeurs auprès du Conseil de sécurité de l'ONU se sont rendus à la frontière entre Gaza et l'Égypte pour se rendre compte de la situation humanitaire. Merci pour votre fidélité. Direction la commune de Cocody pour parler de cette situation difficile que traverse Maï Fadiga, mère de 3 enfants, dont une fille appelée Dora, âgée de 19 ans. Cette dernière souffre de déficience mentale et est muette. Aujourd'hui, Dora est enceinte et est incapable de désigner l'auteur de sa grossesse. Sa maman est dans le désarroi. Des précisions avec Abdoulaziz Guira et Aïcha Guéry. Cela fait 1 mois qu'elle s'est rendue compte, mais cette mère n'en revient toujours pas. Sa fille aînée Dora, à peine âgée de 18 ans, est enceinte de 6 mois. Problème, Dora est atteinte de troubles mentaux et a du mal à s'exprimer correctement. Donc incapable de décrire correctement l'auteur de ce qui lui est arrivé. Au dire de sa mère, elle a été victime d'un viol. Le terme de la grossesse approche et la génitrice de Dora s'inquiète de plus en plus. La dame chez qui elle était chez elle à Nono, c'est elle qui l'a accompagnée à l'hôpital pour la demander. Parce qu'elle a dit qu'elle l'a envoyée à l'hôpital. Ils l'ont demandé, elle n'a rien dit. Elle-même, elle a demandé, elle n'a rien dit. Vous voyez? C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle a su en 4 mois qu'elle est enceinte. C'est les docteur qui lui a dit qu'elle est enceinte de 4 mois. C'est là, elle a su qu'elle est enceinte, qu'elle ne savait pas. J'imagine quand elle va accoucher, l'accouchement sera normal, ils vont dire de faire césarienne, je ne sais pas. Donc, comme on dit qu'il y a une ONG qui prend soin de ce genre des enfants-là, c'est pourquoi j'ai dit je vais en parler pour que les gens mettent, même si elle accouche, qu'on dit non, l'enfant ne peut pas téter ou bien il y a un truc qu'on doit faire, je veux que les gens n'aient qu'à m'aider. Pour cacher la grossesse et éviter des moqueries de tout genre, la mère fait porter à sa fille des tenues amples. Pour les besoins du reportage, elle a accepté de permettre à sa fille de se changer et même de nous montrer le ventre de cette dernière. Dans la période qui a précédé sa grossesse, Dora a quitté Abidjan pour un séjour dans la ville de Mans, à l'ouest du pays, avant de finalement revenir dans la capitale économique ivoirienne. Sa mère continue de se poser des questions sur les circonstances de sa grossesse. Tu reconnais la personne? C'est qui? Maman. La personne est où? Maman. Qui a fait? Maman. Tu connais la personne? Ils sont combien? Elle a dit non, elle ne veut pas. Et puis la personne a tiré sa main. Et puis ça s'est passé. Maintenant, je lui ai demandé, mais ils étaient combien? La personne était seule, mais ils étaient beaucoup. Souvent, elle me dit, il était seul. Souvent, elle me dit 2. Souvent, elle me dit, ils étaient 4. Elle ne me dit pas un truc où je n'ai pas même à mettre dessus. Donc, j'ai dit, je vais l'envoyer à maman. Elle va aller me montrer la personne. Mais déjà, grossesse, c'est déjà en 6 mois. Si c'était qu'on a su depuis 1 mois ou bien 2 mois, là, on pouvait faire truc pour vérifier. Mais où elle était là, eux-mêmes ne savent même pas comment ça s'est passé. Et moi, c'est à la dernière minute que j'ai su, comme je ne croyais pas, je suis allée la voir et vraiment elle est enceinte. Toujours aucune information concluante. Et l'auteur de la grossesse ne s'est toujours pas déclaré. La mère de Dora a pour l'instant porté plainte à la police pour viol contre sa fille. Pour l'heure, désespérée et manquant de moyens financiers, elle ne sait vers qui se tourner pour une prise en charge de sa fille. Un sujet très émouvant commenté par Ansita Diarra et vivement que des personnes de bonne volonté se mobilisent pour venir en aide à la mère de Dora qui traverse des moments difficiles vu les circonstances dans lesquelles sa fille a été mise enceinte. À présent, un sujet qui va sûrement intéresser la gente féminine, surtout à quelques jours des fêtes de fin d'année. Identité culturelle dans le domaine de la coiffure, les tresses traditionnelles sont beaucoup prisées par les femmes. Cette situation montre à quel point les tresseuses dites traditionnelles occupent une place importante dans l'évolution de la coiffure africaine. Nos reporters Justin Kouassi et Joël Gossé ont fait une incursion dans le monde de ces dames aux doigts magiques à Cocody les Deux Plateaux. Voici leur compte rendu.
Marché des Deux Plateaux, commune de Cocody. C'est ici que Léocadie Brou exerce le métier de tresseuse. Sa spécialité, les tresses africaines qui gardent leur originalité, aussi bien que leur importance malgré l'avènement des coiffures dites modernes. Malheureusement, il y a les grands salons, mais les femmes continuent à venir. Nous, au moins, on n'est pas trop cher. Tu vois, on arrange tout le monde. Tu vas venir, tu vas venir à que tu attends. Je vais regarder. Oh, ta soeur était tressée. Il y a des salons là, ils ne savent pas faire plat-plat. Ok, nous qui sommes au marché, bon, c'est notre métier. Donc les femmes ne peuvent pas s'empêcher de venir faire les nattes plat-plat. Les tresseuses dans les marchés et même dans les quartiers sont à portée de main pour ces femmes longtemps restées fidèles à la coiffure africaine. Les tresseuses traditionnelles, parce qu'avec eux, là, quand ils viennent, si tu as tes 500 ou tu as tes 1000 francs, tu leur dis, mais elles acceptent. Contrairement aux autres coins, là où elles payent magasin, là, elles ne vont pas accepter. Les prix est déjà imposé. C'est pour ça que nous venons ici, parce qu'elles sont abordables. Quand on parle de la tresse, c'est les tresseuses traditionnelles. Parce que même perruque, avant de mettre perruque, il faut natter en bas. Donc natter en bas, c'est les tresseuses traditionnelles là, qui font la tresse. Et puis tu mets la perruque dessus. Si elles ne sont plus là, ça ne va pas nous arranger. Aujourd'hui, si elles ne sont plus là, ça ne va pas nous arranger. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller faire perruque. Il y a des gens même spécialement, c'est les tresses seulement qu'elles font sur les têtes. Bien que sollicitées à tout moment, les tresseuses dans les rues et dans les marchés ne manquent pas de révéler les difficultés liées à leur métier. C'est pas facile. Hein. Quand tu es dedans, en tout cas, tu ne sens pas. Mais quand tu laisses, tu te lèves là, tout ton corps te fait mal. Tu as assis matin jusqu'à le soir, donc ça fait que la fatigue là, ça joue sur toi. Reste là, on va mourir. On est venu pour trouver, on va mourir aussi pour laisser. Ici en Côte d'Ivoire, le domaine de la coiffure s'est encore plus modernisé ces derniers temps, notamment du fait de la montée en puissance des coiffures venant de l'extérieur, surtout de l'Occident. Toutefois, les tresses faites dans les rues et dans les marchés demeurent une identité culturelle africaine. Direction à présent le nord-est de la Côte d'Ivoire, où l'ONG Nyonswa Boané a célébré le jeudi dernier les personnes en situation de handicap de Sandégué, localité située dans la région du Gontougo. Le président de l'organisation a profité de cette célébration pour inviter ses membres à s'armer de courage et à œuvrer pour leur autonomisation en exerçant des activités génératrices de revenus. Reportage Ansita Diarra, Kader Bachil. Ce 7 décembre 2023 était spécial pour les habitants de Sandégué, localité située dans la région du Gontougo, au nord-est du pays. Plus d'une centaine de personnes en situation de handicap ont été célébrées par l'ONG Nyonswa Boané. Elle œuvre pour l'insertion socio-professionnelle, l'autonomisation et le bien-être des personnes à mobilité réduite. Je voudrais dire grand merci à l'ONU d'avoir choisi un jour spécial pour magnifier ces personnes qui portent un handicap. Cette tranche de la population que certaines personnes traitent de malédictions, de sorciers, ce qui n'est pas normal. Et pourtant, dans le monde, nous avons des grands cadres, des grandes personnalités qui sont des personnes en situation de handicap. Cette célébration a été mise à profit par les personnes en situation de handicap qui ont su se faire une place au soleil pour inviter leurs semblables à s'armer de courage et à exercer des activités génératrices de revenus. Une initiative soutenue par les parrains de cette cérémonie, Palgasoro Kone de Madongui, représenté par l'un de ses collaborateurs. Homme de médias, très engagé pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, il n'a pas hésité à donner son accord pour le parrainage de cette cérémonie. Monsieur le président de l'ONG Nyonswa Boané, je souhaiterais vous dire bravo. Bravo pour les actions et les efforts consentis sur le terrain afin de pouvoir occuper sainement les personnes à mobilité réduite. Plusieurs cadres du pays ont pris part à cette célébration. Une façon pour eux d'apporter assistance à ces personnes à mobilité réduite. On ne peut pas aller à la rencontre des personnes handicapées les mains vides. Voilà, donc nous nous sommes débrouillés, comme on le dit, pour offrir un fauteuil roulant, un ordinateur pour le bureau. Merci à tous les communicateurs, merci à toutes les autorités, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse en particulier les personnes handicapées. La Journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée tous les 3 décembre. Lors de cette cérémonie, plusieurs dons leur ont été faits. Des gestes pour contribuer à leur épanouissement.
Toujours à propos des personnes en situation de handicap, le Rotary Club Abidjan Atlantis a initié des Jeux paralympiques pour les pensionnaires du centre de veille et de stimulation des enfants handicapés afin de leur permettre de s'épanouir tout en faisant montre de leur savoir-faire en matière de sport. C'était à l'INJS dans la commune de Marcory en présence de Nou Sangaré. Ils sont pour la plupart des enfants en situation de handicap. Ce jour, ces enfants du CESE, Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés, participent aux Jeux paralympiques. Au menu, l'athlétisme, des jeux de pétanque et le football. Ces enfants, en l'instar d'aller dans les pays européens à l'extérieur pour pouvoir compétir, nous avons bien voulu montrer à la Côte d'Ivoire, à nos partenaires, à nos enfants, à nos parents, que nous sommes capables. C'est vrai que nous sommes handicapés, mais nous sommes handicapables. Donc nous avons organisé, comme je disais tantôt, avec le Rotary Club Atlantis Abidjan, cette activité aujourd'hui pour pouvoir faire du sport. Cette initiative du Rotary Club Abidjan Atlantis vise à donner de l'espoir à ces enfants en situation de handicap qui ne souhaitent que vivre dans la quiétude. Cette année, nous avons un thème très important qui tourne autour de la santé mentale. C'est un message d'espoir pour ces enfants qui en ont besoin. Ils ont besoin qu'on les soutienne, ils ont besoin qu'on les aide. Toutes les catégories ont été récompensées. Les premiers ont été récompensés, ils ont eu des médailles d'or. Les seconds, les médailles d'argent et les troisièmes, les médailles de bronze. Les actions du Rotary Club Abidjan Atlantis en faveur de ces enfants handicapés psychomoteurs sont légion. En 2022, le club service avait mobilisé près de 85 millions de francs CFA pour la construction d'un bâtiment R+1. Belle initiative du Rotary Club Abidjan Atlantis qui, à travers cette activité, a procuré de la joie et du bonheur à ces enfants beaucoup marginalisés. Intéressons-nous à présent à ce litige foncier qui suscite la colère de certains enseignants. Le collectif pour la défense des souscripteurs du projet Sophia MIDD a organisé une assemblée générale le samedi dernier à Adjamé, 220 logements. Ce sont 2000 souscripteurs du projet qui risquent de perdre leur terrain illégalement immatriculé au profit d'un nouveau programme immobilier. Des précisions avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Charles Adouko, enseignant en fonction, et Suzanne Loalou, enseignante à la retraite, font partie des 2000 souscripteurs du projet Sophia MIDD qui risquent de perdre leur terrain illégalement immatriculé au profit d'un nouveau programme immobilier. Une situation difficile à gérer. Lorsque l'État a alloué une indemnité de 40 000 francs pour les logements aux enseignants, notre syndicat d'alors a proposé de mettre cet argent-là dans l'achat des terrains à Ebimpe. C'est ce que nous avons fait. Et depuis de 2008 à 2011, j'ai fini de payer. Mais jusqu'à là, je n'ai aucune nouvelle de ce terrain. Nous sommes surpris de voir qu'aujourd'hui notre terrain est immatriculé au nom du MIDD. Le MIDD qui compte en son sein environ 40 000 membres. Alors que nous qui avons acheté le terrain, nous sommes autour de 2000. Donc nous trouvons ça vraiment aberrant. Ce n'est pas juste. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le syndicat brandit le document comme étant une propriété, leur propriété. Pour trouver une solution au problème des acquéreurs, le collectif pour la défense des souscripteurs du projet Sophia MIDD a organisé une assemblée générale le week-end dernier. Le collectif entend engager une lutte pour l'acquisition effective de leur lot. Aujourd'hui, nous avons décidé de rencontrer tous les souscripteurs. L'objectif, c'est que ceux-là ont souscrit un projet depuis plus de 14 ans, voire même 15 ans, et dans l'intention d'acheter un terrain et faire une promotion immobilière. Mais il se trouve que le terrain a été un acquis. Mais malheureusement, ce terrain était immatriculé au nom du MIDD, chose que nous n'avons pas compris. Nous apprenons que ce terrain même est en train d'être spolié. Ils ont signé un contrat avec une entreprise que nous ne connaissons pas et faire une promotion immobilière. Les membres adhèrent à l'idée. J'étais évidemment émerveillé de cette rencontre avec l'ensemble des plateformes. À l'issue de cette rencontre, les acquéreurs, désemparés et impatients depuis 2007, espèrent multiplier leurs actions afin que leurs revendications aboutissent.
Fermons la page nationale de ce journal à Daloa, dans le centre-ouest de notre pays. Au dernier Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement avait annoncé la déclaration d'utilité publique des sites devant abriter les marchés de gros à Abengrou, Abidjan et Daloa, chose qui confirme le début effectif des travaux conduits par le projet de développement des chaînes de valeur vivrières dans la cité des Antilopes. C'était le top départ du mécanisme mis en place pour la prise en charge et la résolution de différends relatifs à ce projet. Les détails avec Mamadou Kouassi. L'État de Côte d'Ivoire entreprend de construire à travers le PDCDV, projet de développement des chaînes de valeur vivrières, dans les 2 prochaines années, 3 marchés de gros dans les villes d'Abengourou, d'Aloa et Abidjan. D'où la déclaration d'utilité publique des sites devant abriter ces infrastructures modernes lors du dernier Conseil des ministres. En plus de la construction de ces marchés de gros, le PDCDV, à travers un financement de la Banque mondiale, est engagé dans la réhabilitation des laboratoires du Lanada, des stations d'alevinage à Boaké, Abengourou et Man, ainsi que le financement de projets de jeunes et de femmes dans le secteur agricole et aquacole, dans 16 régions de la Côte d'Ivoire. Mais ces différents projets ne peuvent se réaliser sans créer des gênes auprès des communautés. D'où la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes par le PDCDV. Le mécanisme de gestion des plaintes est un mécanisme qui permet, dans la mise en œuvre des activités du projet, de regarder est-ce qu'il y a des plaintes qui sortent de la mise en œuvre de nos activités. Si ces plaintes-là existent, comment on arrive à traiter ces plaintes-là. Et aussi, quel est le mécanisme de recours qu'ont les plaignants pour pouvoir adresser leurs différentes plaintes. Donc, il y a un comité qui sera mis en place dans la région du Haut-Sassandra. Et ce comité-là sera présidé par le préfet de région pour pouvoir adresser toutes les plaintes qui sont issues de la mise en œuvre des activités du projet. Et on peut avoir des plaintes liées à la réinstallation, parce qu'on aura la construction d'infrastructures de développement qui demanderont en fait la relocalisation, l'acquisition de sites. Il y a aussi, surtout dans le cadre du fonds à coût partagé, des plaintes liées aux procédures du projet. Il y en a qui peuvent se plaindre de la longueur des procédures. Donc ces personnes-là aussi, leurs plaintes peuvent être adressées. À Daloa, il s'agit de présenter ce mécanisme au corps préfectoral, aux directeurs régionaux en charge des femmes et de l'agriculture, ainsi que les conseils régionaux et les leaders traditionnels et la société civile des districts du Guadjibois et de Sassandra Maraoué. Nous saluons le fait même que les cas de violence basée sur les gens n'aient pas été occultés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet fondamental pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai, on aura des conflits parce que le développement, ça se fait toujours avec l'occupation des terres. Il faut pouvoir dédommager les propriétaires terriens et garder une très bonne ambiance, un très bel environnement, garantir aussi les règles environnementales pour que tout se passe bien. On y arrivera, surtout que ça vient assez tôt pour aller au-devant des problèmes éventuels que nous aurons à rencontrer. Mahaman Ouattara a, au nom du coordinateur du PDCDV, Bernard Komoué, exhorté les membres des comités régionaux à s'investir pour la réussite de leur mission, avant de présenter les actions du PDCDV. Ce projet-là a pour objectif de soutenir le développement de 3 chaînes de valeur. La chaîne de valeur manioc, maraîcher et aquaculture. Et lorsqu'on dit chaîne de valeur, on travaille sur toute la chaîne, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la consommation. Donc on regarde tous les maillons des différentes chaînes de valeur, que ce soit la production, la commercialisation, la transformation et la consommation. Après Daloa, cap sera mis sur Abengourou, San Pedro et Grand Bassam pour l'installation des comités de gestion des plaintes liées à la mise en œuvre du PDCDV. À l'international, en Égypte, malgré la mauvaise situation du pays et la grogne de nombreux Égyptiens, Abdel Fattah al-Sisi se dirige vers un 3e mandat à la tête de son pays, avec un bilan économique et social préoccupant et un exercice du pouvoir marqué par une forte répression. Le président sortant est d'ores et déjà donné gagnant de la présidentielle. Et puis, comme annoncé en titre, des ambassadeurs auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies sont arrivés ce lundi en Égypte pour visiter le poste frontière de Rafah, point de passage vers la bande de Gaza, quelques jours après un veto des États-Unis à une résolution en faveur d'un cessez-le-feu. Cette visite informelle d'une journée organisée par les Émirats arabes unis et l'Égypte intervient alors que la crise humanitaire s'aggrave dans la bande de Gaza, assiégée, soumise à d'intenses bombardements d'Israël.
Restons dans cette partie du monde pour terminer cette édition. Dernière ligne droite à la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La conférence internationale sur le climat est censée se terminer demain. Des duos de ministres nord-sud ont été nommés pour piloter les échanges sur les points qui fâchent. Ils se sont réunis avec la présidence émirienne toute la nuit pour accoucher d'un nouveau brouillon d'accord. Le premier point qui bloque toujours lors des discussions, ce sont les énergies fossiles. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Excellente soirée sur RTI2.